Salut les zombies! Aujourd'hui, encore une émission exceptionnelle. Mais avant, on m'a dérangé pour vous lire un petit communiqué que je vais faire tout de suite. C'est juste pour vous signaler que l'émission aujourd'hui est présentée en partenariat avec la microbrasserie Les Bières Philosophales de Mirabel. Là où il faut aller boire un coup, c'est inratable, ils sont parfaits. C'est présenté aussi avec les films fanatiques du marché aux puces, local 240, juste à 5 minutes du métro. Vous pouvez pas vous manquer. Eux, c'est pour la vente, l'achat, l'échange de films en tout genre. Allez-y, ils sont vraiment sympas, vous trouverez tout ce que vous voulez. Et c'est présenté aussi par Horreur Fanatique, une boutique quasiment au même endroit, c'est juste en face, à 5 minutes du métro, marché aux puces Saint-Michel. Eux, il y a plein d'objets en tout genre, vous allez vous régaler, mais ils font aussi un encan le samedi soir, en fait, tous les samedis soirs, de 18h à 23h sur leur site internet horreurfanatique.ca. Parfait, faut y aller. Allez, maintenant, on va regarder l'émission tous ensemble. C'est parti. Salut tout le monde et bienvenue à cette 18e épisode, 18 semaines de suite qu'on est avec vous, avec Sur la route de l'horreur. Et en fait, on aime ça faire les chiffres et il y a plus de 1000 personnes par semaine qui nous écoutent, ce qui est assez surprenant. Moi, je trouve ça vraiment le fun. On est au Québec et on a 1000 personnes par semaine qui suivent nos aventures. Les zombies, comment ça, c'est surprenant? On est au top, tu rigoles ou quoi? On devrait même avoir encore plus de gens. Allez-y les gens, allez-y. Regardez-nous, abonnez-vous et tout ce qu'il faut avec. Okay. Ben, merci à tout le monde. Hein, merci à tout le monde, merci. On est merci des professionnels. Hein. Ben oui, c'est exactement ça. Donc, cette semaine, on a une superbe épisode qui s'en vient pour vous. Notre invité de la semaine est l'homme derrière l'écran fantastique. Et là, j'espère que je vais dire son nom de famille de la bonne façon. En fait, Zomblard, est-ce que tu pourrais dire le nom de famille de Monsieur Alain, s'il vous plaît, parce que c'est sûr que je vais le manquer. Alors, pour moi, c'est Monsieur Alain Schlokhoff. Mais je peux me tromper moi aussi, mais j'espère que je ne me trompe pas. Non. Schlokhoff, effectivement, le schlock, hein, on parle de cinéma de genre, donc ça fit tellement. Vraiment content de l'avoir. Christophe, t'es tellement le cerveau de la gang ici, c'est incroyable. Donc, on est impatient de pouvoir discuter avec M. Schlokhoff, mais avant, on va faire notre petit tour de table horrifique. Bienvenue au tour de table horrifique. Monsieur Christophe, on passe ça avec toi. Ben, parfait. Ben, moi, je trouve que c'est assez thématique. J'aime beaucoup les médias. Donc, je consomme beaucoup de magazines depuis ma tendre enfance. Il y a un des premiers magazines que j'aime beaucoup l'écran fantastique, hein, évidemment. Mais un des premiers magazines que j'ai lu, que j'ai eu accès quand j'étais petit, j'avais ramassé ça dans une tabagie au centre d'achat à Chicoutimi, d'où je viens. C'était Mad Movies. Puis, j'avais montré ça il y a quelques semaines. J'ai terminé la lecture du spécial Freddy, donc l'espèce de hors-série Mad Movies qui s'appelle Mad Movies Classic. C'était excellent. J'ai appris des trucs. J'ai appris qu'il faut que je me procure le Laserdisc de Freddy 5, Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. Parce que y a des scènes coupées que j'ai jamais vues. C'est comme le uncut Director Scott, genre. Donc, faut que tu m'en apprends ça. parce que je pensais pas que Freddy 5 avait un uncut. C'est quoi la différence? Ben, y a des scènes coupées. C'est plus gore, des trucs que la MPA avait coupés à l'époque. Donc, ça, c'est très cool. Faut que je trouve ça. Puis, ben, j'imagine, à un moment donné, on va voir le traitement Scream Factory. Là, Halloween l'a eu. Jason, Friday the 13 aussi. Donc, j'ai fini la lecture de ça. Puis là, il va falloir... Je me suis rendu compte que j'avais pas encore lu celui dédié à Clive Barker de Hellraiser. Puis, ben, je m'étais acheté ça aussi à Québec quand j'étais allé...
le clip vidéo 2000. C'est des beaux covers, en tout cas. Ouais, génial, pour vrai. Là. Puis ça, c'est tout le temps, il passe la franchise au complet. Oh, tu te calmes avec Mad Movies? Achète de l'écran fantastique, là. Qu'est-ce que tu fais, n'importe quoi? Mais j'ai vraiment hâte de jaser de l'écran fantastique. Vintage et reboot avec Alain Schlockhoff. Ça va être très nice tantôt. Donc voilà, moi, ça fait le tour. Puis aussi, ben, là, vous me voyez, je suis dans mon sous-sol. Enfin, les meubles. J'ai pu replacer les meubles. J'avais une infiltration d'eau. Il a fallu remplacer le plancher. Donc, je suis dans mes quartiers. C'est encore Ouais, vide, les ça, trucs on en s'en arrière. fout, on s'en fout. Allez, Martin. C'est plus stylish. En tout cas, ça donne un beau petit background. Ben, là, Et moi, dans mon cas, j'ai commencé, vous êtes peut-être au courant de ça, j'ai commencé à écouter Fear Street, qui est sorti maintenant sur Netflix. Je vous le dis, allez voir ça. J'ai juste écouté le premier volet en ce moment. Il y en a deux autres qui est 1978 et 1666. Ça commence très bien. J'adore qu'est-ce que Netflix a fait avec cette idée de nous amener une trilogie tout en même temps dans le mois de juillet de films qui durent presque 2 heures chacun et qui en vaut la peine. Puis on voit aussi qu'il y a le retour des acteurs qui sont normalement dans les émissions de Netflix. Ils réutilisent les mêmes acteurs, puis c'est le fun parce que on s'identifie avec ces acteurs-là, ils sont devenus des vedettes, on commence à les reconnaître, puis là, quand on les voit dans les émissions, c'est plus le fun. J'ai aussi commencé à écouter, puis là, je vais le dire encore, peut-être des hommes blancs vont venir, ma fille et moi, on a commencé à écouter... on a commencé à écouter Creeped Out, qui est une émission que j'ai vue encore sur Netflix, que je n'étais pas au courant qu'il existait. Et c'est comme un Goosebump ou un Alone in the Dark. Pour ceux qui étaient jeunes, qui écoutaient les Goosebumps et les Alone in the Dark, si vous avez des enfants, ça vaut la peine à écouter. C'est PG, je dirais même que général, parce qu'il n'y a pas vraiment rien d'effrayant. C'est plus comme le surnaturel. Ça finit souvent quand même bien. Les personnages s'en sortent. C'est arrivé à quelques épisodes que ça a un petit peu plus mal fini, mais ça vaut le détour si vous voulez quelque chose à écouter avec vos enfants. C'est une bonne façon d'initier vos enfants à l'horreur ou au surnaturel. Alors, c'est mon tour de table. Cool, mais je note, hein, moi aussi, je suis toujours à la recherche de trucs pas trop élevés pour me voir avec ma fille de 7 ans. Tu te tromperas pas. Cool. Tu vois, moi, j'ai regardé quelques épisodes avec Antoine, qui a beaucoup aimé ça. Antoine est beaucoup moins horreur que vos enfants. Donc voilà, oui, il y avait beaucoup aimé ça. On a juste pas continué parce qu'il y avait autre chose qui est arrivé en scène, mais c'est tout le temps un petit épisode qu'une fois de temps en temps, on va regarder. Moi, côté horreur, pas grand-chose. Pas grand-chose cette semaine. J'ai eu 2 petites réceptions. C'est des blind buy, comme on dit. Complay et Spell. Qui m'ont vraiment pas... Elle ressemble un petit peu à Gabi et Martin. Oui, je le sais, on l'a remarqué aussi. Donc, non, c'est vraiment pas coûté cher. Je me suis dit, pourquoi pas? Puis quand j'ai reçu Complay, en plus, il est emballé, il est neuf. Je me suis dit, bon, ben, why not? Un essai. Donc, ben oui, c'est ça. Donc voilà, c'est tout pour mes tours de mon tour fantastique. Allez, moi je vous montre quand même un petit truc que j'ai reçu. C'est un petit pop de Stephen King qui est toujours mignon. Grosse lunette, parfait. Ouais, non, il est sympa. C'est cool à mettre entre les livres. Ça fait un petit truc sympa. Mais moi j'attends la même, mais avec Alain Schlockhoff. Ça pourrait être très cool à mettre au milieu des magazines, là. T'imagines un peu? Ce serait pas sympa, ça? Hein? Ben justement, amenons-le parmi nous, Monsieur Schlockhoff, Zomblard. Bonjour, Alain. Bonjour à tous. Bonjour chez vous. Comment allez-vous en direct? Vous êtes en France? Oui, à Neuilly. Okay. Neuilly, on se trouve en France, pas loin de Paris. Parfait. Écoutez, on va aller dans le vif du sujet. Vous êtes une sommité côté genre et fantastique depuis tellement plusieurs années. Qu'est-ce qui vous a amené au cinéma de genre, en fait? Est-ce que c'était une passion quand vous étiez jeune de regarder des films d'horreur également? Oui, en fait, ça remonte à l'âge de 5 ans. Quand j'étais petit, mon père qui venait
de s'installer en France. Et il était étranger comme ma mère. Il n'était pas au courant des interdictions de films au moins de 13 ans ou 16 ans ou 18 ans qu'il y avait en France. Donc, il m'a amené voir avec lui des films d'horreur et de science-fiction horrifique interdits au moins de 16 ans. J'en avais 5-6. Hein. Et je sais pas pourquoi on m'a laissé entrer, ni comment, mais enfin bon. Et ça m'a évidemment terrorisé. Et ce sont des émotions très fortes que j'ai voulu ensuite retrouver. Et donc, je suis devenu adepte du cinéma de genre aussi loin que je puisse m'en souvenir. Est-ce que vous vous rappelez du premier film? Oui, tout à fait. Il y en a deux dont je me souviens très bien. C'est Le monstre étant perdu d'Eugène Lourier, qui est un film de 53, où un monstre préhistorique se réveille dans la glace et vient menacer New York. Et moi, ça m'avait fait très peur. Et l'autre, c'est le fantôme de la rue Morgue, d'après Edgar Poe, qui m'avait vraiment effrayé. Et après, je suis tombé sur des films comme Godzilla, qui est devenu un de mes films préférés. Et je dis, ça remonte vraiment à ma prime enfance. J'ai toujours aimé ça. C'est drôle, hein, parce que tu disais, je ne sais pas pourquoi qu'ils m'ont laissé rentrer dans le cinéma à cet âge-là, quand il y avait des films d'horreur, et j'étais pareil dans ma ville natale. Il y avait des films d'horreur qui jouaient dans mon cinéma indépendant. Et on me laissait rentrer pour des raisons X, et j'étais comme toi, j'avais énormément peur après avoir vu un film d'horreur. Je faisais des cauchemars pendant au moins 2 semaines. Mais j'avais quand même besoin de voir d'autres films d'horreur après ça. Ben, il faut remercier les gens de cinéma d'être aussi irresponsables parce que non, mais pour vrai, sinon, ça ne nous aurait pas marqué autant et on n'aurait pas cette passion-là encore aujourd'hui. La plupart des gens qui sont dans ce milieu-là, ben, c'est vrai ça, c'est intéressant, mais en même temps, je me demande, depuis 5 ans après, à un moment donné, tu as évolué et puis tu t'es dit, je vais créer quelque chose, un fanzine, un magazine. Comment t'es arrivé à ça? J'avais créé avant un magazine qui s'appelait Horizon du Fantastique et j'étais mineur à l'époque et mon associé était majeur et donc en fait j'étais éjecté de ce magazine Horizon du Fantastique créé en 67 et quand ça s'est passé 2 ans après en 69 j'ai voulu recréer en fait Horizon du Fantastique mais uniquement consacré au cinéma et j'ai trouvé le titre L'écran fantastique. Voilà. Donc je redémarrais à zéro. Sinon, en fait, depuis l'âge de 14 ans, je faisais des fanzines, même avant. Un des premiers que j'ai fait s'appelait Les fameux monstres du cinéma. Ah oui, hein? Oui. Il a vraiment existé en version française, quoi. Voilà, donc j'avais une passion pour les fanzines. J'avais un appareil, une Ronéo, et j'ai fait 6 ou 7 fanzines différents, dont un qui s'appelait Metaluna, qui était consacré au cinéma de science-fiction. Vous faisiez ça à la main chez vous? Enfin, en Ronéo, je tapais sur les stencils et j'imprimais ça chez moi. Oui, je faisais ça. Il n'y avait pas de photocopie à l'époque, hein. Non, Donc, il fallait imprimer sur une Ronéo, on appelait ça. Et il fallait ensuite assembler les pages, tout ça. Mais j'aimais bien ce contact physique. Ça m'aurait peut-être moins plu la photocopie. Voilà, c'est pas la photocopie. Et c'était distribué comment? Vous alliez dans des endroits où on vendait des films. En fait, il n'y avait pas encore de VHS à l'époque. Non, alors mes fanzines étaient distribués de 2 manières. J'allais les mettre dans les librairies spécialisées. Il n'y en avait pas à l'époque. Et je les vendais par correspondance aussi. Tantôt, tu parlais que tu avais commencé le magazine sous forme de fanzine et ça m'a fait rire parce que là, tu disais que tu faisais 200 à 700 copies. Ça, c'était dans les années 60, n'est-ce pas? Oui.
Alors, Oui. les copies à ce moment-là, comment ça fonctionnait? Parce que moi, je suis plus jeune, ça. La photocopieuse existait-elle pendant les années 60? Non, la photocopieuse n'existait pas. Donc, c'était la machine que tu tournais? Wow! Elle était, c'est une machine au début que je tournais, mais après c'est une machine électrique. Elle tournait OK. toute seule. Hein. C'est Non, incroyable. on pouvait faire des photocopies, mais une photocopie à la fois. On ne pouvait Ah pas ouais. faire 300 photocopies. Le maximum, c'était quelques-unes. Hein. C'est Donc, drôle parce que j'avais parti quand j'étais jeune, on avait le Nintendo Power que ça s'appelait, puis on avait décidé de faire notre propre fanzine de Nintendo, et dans ce cas-là, Wow. moi, ça s'appelait Martendo. J'ai une question. En fait, ça fait tellement longtemps que l'écran fantastique existe. Quelle est la différence en tant que rédacteur en chef de produire le magazine? Est-ce que c'est exactement la même chose qui est au fil des années ou avec Internet et avec tout ça et avec toutes les photocopies, est-ce qu'on parle? Est-ce qu'il y a une grosse différence? oui, avec l'apparition d'Internet, avec surtout comment dirais-je, l'informatique, c'est-à-dire avant, on écrivait à la machine. Enfin, il y avait des gens qui reprenaient ça. On appelait ça de la photocomposition, etc. Bon, euh, depuis donc l'arrivée de l'informatique et aussi d'Internet, tout n'est pas plus simple, tout est plus compliqué et difficile parce que on travaille plus. Donc, bon, là, avant le Covid, je travaillais, si vous voulez, je sais pas, 9h, 9h30 du matin euh, jusqu'à 1h du matin. Wow. C'est un rythme que j'avais pas avant, quoi. Maintenant, je l'ai plus. Maintenant, à 7h30, je monte chez moi et je travaille plus. Et j'arrive quand même à suivre ce que je fais. Mais avec l'informatique, on n'arrête jamais de travailler. Euh, c'est plus de travail. Et comme vous parliez tout à l'heure aussi de votre lien avec vos fans, avec les lecteurs, via les réseaux sociaux. Donc, vous êtes toujours en train de travailler d'une façon ou d'une autre en répondant aux fans, tout ça. Oui, en fait, j'ai créé des pages Facebook. D'abord, j'y connaissais rien. Je suis nul en informatique, mais j'ai créé des pages pour la seule raison qui était de faire connaître l'écran fantastique. C'était une raison de pub commerciale, si vous voulez. Et puis, je me suis pris au jeu et au goût de ça. Et finalement, euh, je me rends compte que c'est quelque chose que j'aime vraiment. J'aime communiquer avec les gens, j'aime communiquer avec les lecteurs, j'aime les lecteurs. Beaucoup sont devenus des amis et tout. Donc, il y a une connexion. Avec la communauté. Oui, voilà. Et j'adore ça. Et vous le Quand faites très bien. C'est vraiment agréable de vous suivre, en tout cas. Merci beaucoup. Mais oui, alors comme je connaissais rien à Facebook et à tout ça, au lieu de faire comme tout le monde, d'abord j'aime pas faire comme tout le monde, évidemment. Au lieu de faire comme tout le monde, de créer un site, Mad Movies a son site par exemple. Bon. Euh, j'ai mis du temps à comprendre qu'un groupe et une page c'est différent. Et maintenant, donc j'ai créé des pages et des groupes différents, mais thématisés sur la science-fiction, les effets spéciaux, l'horreur, etc. Ce qui fait que là, maintenant, on a un lectorat, parfois, il peut y avoir 40 000 personnes qui nous lisent, hein, ce qui est énorme. Alors qu'un groupe, par exemple, je l'ai limité à 7 000 personnes. Il n'y a que 7 000 personnes. Mais sur les pages, ça peut atteindre parfois 40 000 personnes. Et j'essaie toujours de répondre à tout le monde. Mais bon, j'ai découvert des gens très sympas. J'ai même eu des liaisons grâce à ça. Non.
Ah ouais, on est encore sur le sujet. Eh oui. Steve, je pense que tu as une question. Oui, en fait, j'avais une question. On parle beaucoup de magazines. On a parlé que vous avez été sur des plateaux de tournage, etc. Pourquoi vous ne pas avoir fait de cinéma? Est-ce que vous avez eu le goût de faire du cinéma en tant que tel? Oui, depuis que j'étais petit, je voulais être réalisateur. Et donc, j'ai fait une école de cinéma, qui est le Conservatoire indépendant du cinéma français. J'ai eu mon diplôme de réalisateur. Et à ce moment-là, mon père connaissait quelqu'un qui s'appelait Fred Surin, qui était le directeur de production des films de Bardot, de Brigitte Bardot. Et j'étais amoureux de Brigitte Bardot depuis l'âge de 14 ans à peu près. Et donc, mon rêve était et de faire du cinéma et de rencontrer Bardot. Et grâce à Fred Surin, je devais être assistant réalisateur des films de Bardot. Et voilà, j'aurais eu une carrière comme ça. Malheureusement, il est mort d'une crise cardiaque. Il m'avait dit de faire l'armée, de me débarrasser de l'armée avant de travailler comme assistant réalisateur, ce que j'ai fait. Et à l'armée, j'ai rencontré les attachés de presse. Et finalement, on a décidé de créer un festival. Et au lieu de faire des films, j'ai fait un festival. J'ai fait pendant 17 ans. Et les festivals que je faisais, c'était comme autant de films, c'était à peu près le même principe qu'un film, c'est-à-dire qu'on cherche un film, on le montre, etc., etc. Et donc j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce festival. J'ai failli faire 2 fois un film comme réalisateur, et parce que je filmais depuis l'âge de 12 ans, hein, mais bon, mais ça s'est pas fait finalement dès la minute. Donc j'ai pas fait ce métier-là. Mais je me dis pour me consoler qu'il vaut mieux avoir été un bon directeur de festival et peut-être aussi un bon rédacteur en chef qu'un mauvais metteur en scène. Je confirme. Et dernière petite question de ma part. Votre festival, en fait, a duré un bon nombre d'années. Pourquoi avoir arrêté de faire le festival si c'est pas trop indiscret? Non, c'est compliqué, c'est simple et compliqué. Simple parce qu'en fait, la dernière année, c'était 1989. Elle avait commencé en 72. En 1990, donc l'année qui suivait, il y a eu la série d'attentats à Paris. Donc c'était la panique générale à Paris. On ne peut plus faire de manifestations publiques, en tout cas pas de celle de l'envergure de mon festival, avec 3000 personnes chaque séance. Donc on s'est dit, on va faire l'impasse sur 90, on va le faire en 91. Et après, c'est un peu compliqué. Et la particularité de mon festival, qui est assez unique d'ailleurs, je crois être le seul à avoir fait ça. Non seulement je l'organisais de A à Z complètement, avec une équipe, mais j'organisais seul, enfin je dirigeais seul, mais je finançais entièrement seul le festival. Et je crois qu'aucun directeur de festival n'a jamais fait ça. Donc je prenais un risque financier considérable. Et en 87, je me suis marié, j'ai élevé 2 enfants, et je voulais pas mettre en péril ma femme, enfin ma famille. Donc je me suis dit, je vais plus le financer, il faut que je trouve des sponsors pour le faire. Et c'est là que le bas blesse, parce que les sponsors, après les attentats à Paris, etc., c'était un peu compliqué de le faire. Si j'avais continué à le financer, le festival aurait toujours existé, mais je voulais plus. Et j'ai arrêté pour rebondir après. Mais quand on arrête quelque chose, on le reprend pas. Voilà. Donc, en même temps, ça me prenait 6 mois de ma vie. J'ai jamais été payé pour mon festival. J'étais bénévole, hein, même si je le finance. Puis je peux comprendre, l'événementiel, Alain, c'est prenant, c'est demandant. J'ai fait pendant 10 ans l'organisation d'événements là, pour Ubisoft Montréal. Et à un moment donné, justement, quand on devient papa de la famille, on essaie de ralentir un petit peu. Mais de toute façon, l'écran fantastique est là. Longue vie à l'écran fantastique. Vraiment, merci beaucoup hein, pour cette belle conversation ce matin ici. Je faisais une petite parenthèse. J'ai fait un mauvais calcul parce que ma femme m'a quitté et on a divorcé 10 ans après. Bon. faut être précis. Alors, je regrette pas. La question que je me posais aussi, c'est quand tu as sorti Vendredi 13, c'était un grand format. Pourquoi tu avais choisi ce format-là? C'était pour en envoyer plein de sang à la figure de tout le monde?
C'est la vraie raison. Enfin, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Ok. La vraie raison, c'est qu'à l'époque, je collaborais à une maison d'édition dirigée par Paul et Evelyne Puty qui faisait plein de magazines sur Stallone, sur Rambo, sur Rocky et tout ça. Ils avaient des maquettistes sublimes. Je me disais, si on fait un cinéma d'horreur avec ces maquettistes, ça va être quelque chose de magnifique. Il faut faire un truc visuel. Donc on a choisi un très grand format, 2 maquettistes top, et c'était très beau visuel. Ben oui, on voit Steve On a un Erickson exemple ici, j'ai une copie de Vendredi 13. avec Bad Taste hein, de Oui, Peter effectivement. Jackson. Il y a un truc unique au monde quand même, c'est que le premier numéro, enfin en tout cas pour l'Europe, pour la France, en dehors des États-Unis, le Vendredi 13 numéro 1 a été tiré à 150 000 exemplaires, alors qu'à l'époque, ce magazine était tiré à 30 000. Donc, on l'a tiré à 150 000 et on en a vendu 50 000. OK. Voilà. Il y en a resté beaucoup dans les cartons. Oui, mais toujours, vous savez, un magazine ne vend. Si un magazine se vend bien, il vend et qu'il est distribué dans les kiosques librairies, il ne vend que 50% de sa production au mieux. En général, c'est 30%. Nous, au pire, on vend 50% de ce qu'on fait, ce qui est une très bonne vente. Moi, j'ai remarqué aussi, bon, dans tout ce qui est médias spécialisés, évidemment, l'avènement d'Internet, ça a fait mal à beaucoup de gens. On a vu avec Rumor Magazine, qui est devenu avec 6 numéros par année depuis quelques années. Fangoria, qui a fait faillite à un moment donné, ça a arrêté, ça a recommencé à 4 numéros par année. Par contre... Starlog. Oui, Starlog, tout à fait, qui étaient les précurseurs là, de Fangoria. Ça a disparu. Il y avait eu Warzone dans les années 90. Mais l'écran fantastique et Mad Movies, on dirait que les médias français, vous avez réussi à continuer malgré vents et marées. C'est quoi votre secret? Disons que les magazines français, en tout cas Mad Movies, c'est l'écran, ils ont cette particularité sur les autres magazines d'avoir une personnalité, d'avoir une âme et une personnalité. Et je crois que les Français, ils y sont attachés. Un lectorat fidèle aussi. Oui, le lectorat. Vous avez des revues sur le cinéma fantastique en France, ou d'épouvante, il y en a eu des dizaines. Mais la plupart ont été éphémères parce que les gens qui faisaient ça le faisaient pour l'argent et de manière assez vulgaire, si vous voulez, racoleuse plutôt. Bon, c'est pas le cas de l'écran fantastique. L'écran, c'est une passion. On le fait par amour du genre. Et les lecteurs sont très sensibles à ça. Ils sont fidèles. L'écran, on a des lecteurs depuis 50 ans. Et Mad Movies, c'est pareil. C'est clair aussi que l'écran fantastique fait des magnifiques dossiers complets sur un film à chaque fois. C'est assez hallucinant. Comment toi, à l'heure actuelle, comment tu gères ça en tant que rédacteur en chef? Parce que ça doit être super compliqué. Bah, depuis toujours, tu fais ça, mais ça doit être super compliqué de faire des dossiers aussi importants sur chaque film à chaque fois. Je vais vous montrer une chose que vous n'avez pas vue parce que je l'ai eu qu'hier. Je sais pas si ça se voit. Ah, je pense que j'ai vu passer ça sur Facebook. Wow! C'est le nouveau numéro. J'ai vu cela sur le... Ouais, j'ai vu cela sur le profil de John Capon, effectivement. Il va être en vente dans quelques jours. Je l'ai reçu hier. Ça, c'est Vintage. Alors, l'écran, c'est divisé en 2 revues. Il y a Vintage, le Vintage qui paraît 4 fois par an avec des numéros doubles thématiques sur thématique. Le mensuel est devenu un reboot. Tout ça, c'est la volonté de notre éditeur, pas la mienne. Hein. OK. Moi, j'aurais bien continué tel que c'était. Enfin bon, je suis pas l'éditeur. Il y a 8 numéros de reboot par an, le mensuel. Maintenant, pour répondre à la question, comment des dossiers aussi gros, en général, souvent inédits, c'est parce que mon mérite principal, si je puis me l'attribuer, mon mérite principal est de trouver les bonnes personnes, de réunir une bonne équipe de gens très compétents. C'est grâce à eux qu'on fait ce genre de choses aussi bien.
Tout seul, j'y arriverai pas. Connecter les bonnes personnes ensemble. Effectivement, ça, c'est le travail d'un bon rédacteur en chef. Trouver les sujets un peu. Est-ce que vous êtes sûrement impliqué au niveau éditorial? Oui, alors, vous parliez d'Internet. Je suis impliqué avec mes lecteurs et je le suis aussi via Internet et via Facebook. C'est-à-dire que j'interroge les lecteurs. Je leur montre comment s'élabore de temps en temps le magazine, mais je leur pose des questions. Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Qu'est-ce qui vous intéresse? Et je tiens compte de l'avis qui m'est donné. Et vous êtes très actuel. Non, mais pour vrai, maintenant, le lecteur veut être impliqué. On le voit beaucoup, bon, sur Internet, évidemment, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une très... vous êtes de votre temps. C'est très bien. Vous avez su évoluer. Internet, en réalité, aurait pu nous tuer. Oui. Mais moi, j'ai réfléchi à un truc. Je me suis dit, pourquoi aujourd'hui, avec Internet, avec la presse gratuite et tout ça, l'information immédiate, pourquoi les gens continueraient-ils à acheter un magazine comme le nôtre? Et c'est une question que je me pose tous les jours et à laquelle j'essaie de répondre tous les jours. Mais je pense aussi que ça vient avec le fait que les gens veulent avoir quelque chose de physique. Je veux dire, je connais plusieurs collectionneurs pour les films ils ne veulent pas avoir que du streaming. Ils veulent avoir la copie physique. Tu sais. Il y a aussi la qualité qu'il y a à l'intérieur de toutes ces copies. C'est la même chose pour l'écran fantastique. Vous avez de la qualité, donc c'est plus vendeur. Il y a des revues qui sont gratuites sur Internet, qui sont des revues qui sont bien faites sur le cinéma fantastique, de science-fiction, etc. Il faut les charger en PDF. Voilà. Je peux pas les lire. Moi, j'ai besoin du contact charnel, presque, du contact physique. Il me faut ça. C'est comme un livre. Je pourrais pas lire un livre sur une tablette. Voilà. Je suis comme vous. Et alors, il y a aussi une particularité de l'écran fantastique qui n'est pas le cas de Mad Movies. Je cite les deux puisque les deux sont actualité. Hein. C'est pas pour critiquer l'une et défendre l'autre, non. Mais l'écran, sa particularité aussi, c'est d'être aussi impliqué. Enfin, moi, je suis aussi impliqué dans le visuel que dans le texte. Et j'essaye de retranscrire dans l'écran, de faire retranscrire par les maquettistes l'impression que donne un film. Donc, de plonger dans l'univers visuel du film. Pour moi, moi qui fais de la maquette, ça compte beaucoup. Donc, je soigne la maquette. Et vous faites très bien parce que justement, ça rend l'objet plus collector. Donc, les gens veulent le magazine, ils veulent le posséder. Et oui, et c'est parfait parce que c'est pas n'importe quoi. Donc, nous, par contre, on fait du n'importe quoi, ce qui fait que j'envoie la chronique n'importe quoi. All right, here we go. It's time for n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi on the road of the terror. Wow! Hein? Toujours grand n'importe quoi. C'est comme s'il avait pris un petit peu d'acide avant de commencer à faire ça. J'avais déjà vu, là. Fait que mon Christophe, quel est ton n'importe quoi de la semaine, en fait? Ouais, mon sujet que j'ai décidé de parler aujourd'hui, donc, c'est le Festival international de films Fantasia. Donc, qui est un festival montréalais, probablement qu'Alain en a entendu parler. C'est couvert par certains médias français aussi. C'est un festival, bon, évidemment, de films, de genre, qui a commencé en 96, si je ne m'abuse. Initialement, c'était du cinéma fantastique et asiatique, parce qu'il n'y avait rien de ce genre qui était présenté à Montréal. Puis moi, de mon Chicoutimi natal, qui est une région éloignée du Québec, Alain, à 5 heures de route de Montréal, j'avais reçu d'un ami, en 98, le programme officiel.
Donc, il y avait Spawn, malheureusement, le film live action qui était sur le cover. Il y avait un paquet de films dedans. Il présentait des films indépendants, des films trash, des films d'horreur. À partir de 98, il y avait une grosse portion d'horreur qui avait été intégrée au festival grâce à Mitch Davis, notamment. Et je salue Pierre Corbet aussi, le directeur du festival, le président du festival depuis le tout début, Marc Lamotte. Les gens, moi, quand je suis arrivé à Montréal en 99, je suis devenu un habitué instantanément. 10 films, l'année d'après 15, 20. À un moment donné, je pense que je passais mes étés à Fantasia. C'est un endroit où les gens deviennent fous dans les screenings. Quand ça se prête à ça, pas un film minimaliste, mais un film à gore, à grand déploiement, les gens rient, les gens crient. C'est du gros bonbon. J'espère qu'il va y avoir des projections cette année. Moi, Fantasia, je suis, parce que l'année passée est devenue virtuelle, j'essaie de rentrer beaucoup de contenu parce qu'on a juste 2-3 minutes pour ces chroniques-là. Fantasia, au début, c'était au Cinéma Impérial, magnifique cinéma centenaire avec des bancs de velours rouge. Il y avait un cachet. Ça a déménagé dans une université à Concordia en 2003. C'est bien. Bon, il y a beaucoup plus de place. On voit que je suis très fan de Fantasia. Je vais pointer ici. Je ne sais pas si vous reconnaissez. Ça, c'est une œuvre de Heidi Taillefer qui a fait 3 couvertures pour Fantasia. Donc, celle-là ici, ça, c'est sa première. J'ai pu y acheter le croquis original il y a quelques années. Donc, c'est ce qu'on voit ici encadré. Gros fan, très content. Je trouve que c'est la plus belle couverture et poster que Fantasia a jamais eu. J'ai pu être impliqué dans l'organisation du festival pendant quelques années. J'ai fait de la rédaction, de la traduction à partir de 2008. Jusqu'à 2012, j'ai été co-rédac en chef du programme. Gros contrat, tous les contenus francophones du programme, parce que c'est toujours bilingue, passaient par moi. J'ai fait énormément de rédaction, 300-400 pages, complètement débile. Très content de l'avoir fait. Aussi, parce que je travaille aussi chez Ubisoft Montréal, en compagnie de jeux vidéo. J'ai géré la commandite entre 2008 et 2015. Donc, faisant des concours pour les employés, des blogs internes, tout ça. Bref, gros fun, Fantasia, un des plus grands festivals de films de genre. Évidemment, en France, vous en avez beaucoup. J'ai pu rencontrer tellement de gens du milieu, Tom Savini, Bill Moseley, Christopher Lloyd, Doc Emmett Brown, Joe Dante, John Landis, la liste est longue. C'est pas comme une convention où on fait la file pendant 1 heure pour avoir un 30 secondes avec quelqu'un. On peut les croiser dans le lobby, aux toilettes, dans un bar. C'est bon, stop. Excuse-le, Alain, parce que ce gars-là, il faut toujours qu'il en rajoute, qu'il en donne. Il s'arrête jamais. Donc, merci Christophe. Christophe est un giver. Je voudrais dire que à Fantasia, on a un prix, il y a le prix d'écran fantastique chaque année. Voilà. Non, on collabore à Fantasia depuis longtemps. Ah oui, j'ai oublié, mais c'est vraiment tant mieux. C'est un des meilleurs festivals au monde. Ben, je sais que. Quels sont vos festivals préférés, vous, Alain, en France? Celui que je préfère, c'est le Festival de Strasbourg, qui se déroule dans plusieurs salles, qui est très bien et que j'aime vraiment beaucoup. En plus, Strasbourg est une très belle ville. Ah oui. Donc, ouais. Et sinon, il y avait ce qu'on appelait, alors c'est un festival aussi, c'est pas un festival de films de long métrage, le Bloody Weekend. Le Bloody Weekend est quelque chose de formidable où les amateurs de France entière se réunissent, se retrouvent le temps d'un week-end de 3 jours, et où plein de vedettes sont invitées et qui peuvent rencontrer, le public peut les rencontrer de manière vraiment très conviviale, comme Martin Beswick, Caroline Munro, beaucoup d'autres. Et donc, c'est peut-être, non, le Bloody Weekend est mon préféré, sauf que il n'y a pas une compétition de long métrage, c'est une compétition de court métrage. En fait, c'est une convention d'horreur comme on a beaucoup en Amérique. Est-ce qu'il y en a beaucoup en France, des conventions d'horreur, outre le Bloody Weekend?
Des festivals fantastiques, il y en a une dizaine à peu près, oui. Oui. Mais je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Ah si, il y a Oh, aussi. ouais. Tu devrais y aller pour nous, ou au moins nous inviter à y aller, payer pour l'avion et tout. Nous autres, ça va nous faire plaisir. J'avais une petite question. Le nom de Mad Movie, Mad Movies a ressorti quelques fois. Quelle est la relation entre l'écran fantastique et Mad Movies? Ici, en Amérique du Nord, Rumor et Fangoria ont toujours été, je veux pas dire amis, mais en fait, ils se sont entraidés pendant plusieurs années. Est-ce que c'est le même cas de votre côté? Ou... Non, la relation n'est pas bonne avec la nouvelle équipe que je n'aime pas de Mad Movies. Par contre, je suis ami avec Jean-Pierre Puters, qui est le créateur de Mad Movies. Donc lui, je l'aime beaucoup et voilà. Mais la nouvelle équipe, je ne l'aime pas. Et je n'aime pas non plus la nouvelle option de Mad Movies de faire une sorte de revue intellectuelle, genre les cahiers du cinéma, du fantastique. Bon, je dis pas qu'ils le font mal, non, ils le font bien, mais ça ne m'intéresse pas, ça ne me plaît pas. Voilà. Donc, et comme je n'aime pas, pour être franc, le rédacteur en chef de Mad Movies actuel, Fausto Fazzulo, les relations sont mauvaises. C'est exactement, c'est des choses qui arrivent. Juste avant, lors du Bloody Weekend, vous disiez qu'il y a beaucoup de stars qui sont là, on peut rencontrer des gens. Pouvez-vous nous parler des plus belles rencontres de stars que vous avez faites, vous, dans votre carrière? J'ai eu le plaisir d'inviter à mon festival, le festival que j'organisais, qui était un peu dans le même esprit que Fantasia, c'est-à-dire un festival fait pour le public, il y avait beaucoup de public. On avait une salle de 3000 places, qui était le Grand Rex à Paris. Et j'ai eu le plaisir d'accueillir au début, pendant 2 années consécutives, Peter Cushing, qui était mon acteur favori et qui l'a toujours été. J'ai pu accueillir Vincent Price, Christopher Lee, voilà. Donc, toutes les vedettes de l'époque. Les légendes, là. Ben oui. Et on a montré les premiers films de réalisateurs devenus célèbres ensuite. Premier film de Sam Raimi, Evil Dead, premier film de Peter Jackson, etc. Moi, j'ai une question pour toi par rapport à Peter, Vincent et Christopher. On dit souvent que ces gens-là étaient des gens avec beaucoup de cœur, beaucoup de respect. Est-ce que tu peux le confirmer? S'agissant de ceux que j'ai connus, oui. C'était aussi le cas d'ailleurs de John Carradine que j'ai connu également. Mais oui, d'ailleurs Peter Cushing, on l'appelait, il était surnommé à l'époque avec à juste titre Saint Peter. Malgré ses rôles horribles dans des films d'épouvante, Frankenstein et compagnie, c'était quelqu'un de formidable. C'est un des êtres les plus exquis, les plus humains que j'ai connus de ma vie. Et Christopher Lee était adorable, il était drôle, on était amis. C'était plus que des relations amicales, on était vraiment amis. Alors, si je veux avoir un certain contact avec ces personnes-là, je devrais juste aller te serrer la main et je vais pouvoir dire que j'ai rencontré ces légendes. On parle ici de toutes ces légendes, de votre magazine, on parle du festival et tout. Est-ce que dans le futur, on va avoir le droit à une sorte de biographie de Alain Chocoff qui va raconter toutes ses anecdotes et tout ce qu'il a fait dans sa vie? Eh bien, quelqu'un m'a proposé de le faire et j'ai dit oui. Il y a pas très longtemps. Donc oui. Yes, yes. Je pense les activités auxquelles je me suis consacré et les belles rencontres que j'ai faites également, parce que en plus j'ai l'avantage, je dois être le seul d'ailleurs en France, à être allé sur les tournages des films de la Hammer et de Asylum, enfin et de l'Amicus, etc. J'ai vu tourner Vincent Price, j'ai vu tourner John Carradine dont je parlais et tout. Et j'étais ami avec Michael Carreras, qui était le patron de la Hammer,
comme j'étais ami avec Milton Subotsky, qui était le patron de l'Amicus. Voilà, donc j'ai connu beaucoup. Et puis, étant impliqué professionnellement dans le métier, je connaissais tous les producteurs et les patrons des studios, parce que j'ai fait sortir en France 200 à 220 longs métrages au cinéma. Donc c'était une expérience assez unique, je trouve, à la fois professionnelle et de journaliste, parce que les journalistes en général ne connaissent pas grand-chose au cinéma en tant que produit, en tant que production. Voilà. Ouais. Moi, c'est un peu différent. Je me destinais à être réalisateur, et ce que j'ai jamais fait. Enfin, je fais l'école de cinéma, mais j'ai jamais. Donc le cinéma, j'en ai vécu pendant longtemps, et j'en vis toujours à travers le magazine d'ailleurs. Et Mais donc, Mais vous- et la connaissance de le cinéma de l'intérieur et aussi le relationnel avec les stars, avec les réalisateurs et tout ça, par mon métier de journaliste. Et tu parlais tantôt de toute cette connexion-là avec les légendes, mais est-ce que ça inclut aussi les gens du domaine aujourd'hui comme Alexandre Aja? les plus jeunes. Alexandre Aja, je l'ai connu à ses débuts. Il avait 17 ans, je crois. Il avait fait son premier film. Et Alexandre Aja déclare que s'il fait des films, c'est grâce à la lecture de l'Écran fantastique et de Mad Movies. Mais oui, je connais bien Alexandre Aja, qui est un de nos meilleurs réalisateurs du genre en France, si ce n'est le meilleur. Donc, c'est Ah, à toi qu'il faut salon. qu'on parle si on veut l'avoir à notre émission. Mais vous voyez ce que vous parliez d'aller sur des plateaux de tournage, on est extrêmement, on va dire, jaloux parce que sur la route de l'horreur, en fait, là, présentement, on est sur un podcast, mais dès septembre, ça va être une émission télévisuelle, justement, où est-ce qu'on va sur des plateaux de tournage, manger dans des restaurants thématiques, aller dans des festivals de films, des choses comme ça. Donc, j'imagine tellement le bagage et qu'est-ce qui aurait pu être tourné sur ces plateaux de tournage-là. Et c'est quelque chose qui est tellement extraordinaire. Juste d'aller quelques minutes sur un plateau, voir le making-of d'un film, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde, en fait. C'est surtout Steve aussi. Steve est cinéaste. Steve et Martin font des films. Moi, je suis un simple critique. Mais pour les fans de cinéma, d'avoir accès au behind the scenes, aux coulisses, l'avènement du DVD, du Blu-ray, on a beaucoup de documentaires maintenant qui nous donnent accès à ça. Mais vous, Alain, vous aviez accès à ça auparavant. Donc, la connaissance de comment on fait un film a vraiment beaucoup aidé toutes vos avenues médiatiques, les magazines, tout ça, parce que vous compreniez la réalité des réalisateurs. Absolument, tout à fait. Dans l'écran, on n'a jamais raconté de salade, d'histoire et tout ça. On a une vraie connaissance du cinéma et donc je supervise tout. J'ai toujours supervisé tout ce qui est publié en tenant compte de publier vraiment des choses vraies, des choses. Il y a tellement de choses qu'on raconte qui sont fausses et j'en parlerai dans mon bouquin. Comment se passait le tournage d'un film à la Hammer, comment était tel acteur, tel réalisateur. J'ai connu des gens comme Georges Pal, j'étais ami avec Dan Curtis, je vous avais parlé du Monstre des Temps Perdus qui m'avait frappé étant petit, c'était réalisateur de Laurier, je suis devenu ami avec lui. Quand j'étais producteur, à un moment donné, on devait coproduire un film ensemble avec Eugène Laurier. Bon, c'est une belle histoire, etc. Est-ce que vous avez une deadline? Est-ce que vous savez quand vous voulez sortir ce livre-là? Est-ce que la rédaction est amorcée? Pas encore, elle va commencer. Ça va être aussi un truc collectif. Enfin, je veux dire, j'ai jamais le temps, moi, pour m'arrêter. Puisque contrairement par exemple à mon ami Jean-Pierre Cuters, je continue l'écran, j'ai jamais arrêté. Donc c'est beaucoup de travail quand même. Hein. Et j'ai pas envie. Si je m'arrête pour écrire sur moi, sur ma vie, etc., je me dis c'est un manque de temps pour le magazine. Et donc en fait, ce sont des gens qui vont m'interviewer, qui vont m'aider. Ça va être ça va parler
ça va parler de de ma vie professionnelle et tout, et du festival que j'ai créé, mais ça va être un travail collectif. Parfait. On Ben, va suivre. Fais on ça va suivre vite, hein, parce que nous, on est pressés de lire ça. Enfin, moi, en tout cas, je suis vraiment pressé de lire ça. Mais vu que tu vas nous raconter ça, ben, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te raconter une de nos anecdotes. Anecdote, c'est le temps de l'anecdote. Eh bien, cette fois-ci, l'anecdote, c'est un voyage qu'on a eu pour le Days of the Dead en Indianapolis. Je vais faire ça vite fait parce que Christophe a tout enlevé mon temps pour ma chronique. On était à Indianapolis, on avait faim, on voulait aller manger en quelque part de différent. Steve parlait tantôt des expériences culinaires qu'on fait quand on voyage sur la route de l'horreur. Et cette fois-ci, on a décidé d'aller à un restaurant qui s'appelait Dick's Last Resort. Et ce restaurant-là, on n'avait aucune idée dans quoi qu'on s'embarquait. On est rentré là, on s'est dit, on a faim, on veut manger, ça a l'air bon, on va essayer ça. Il y a un beau petit bonhomme en face du restaurant et puis ça vaut probablement la peine. En rentrant dans le restaurant, on a réalisé que c'était pas le genre de restaurant habituel que on avait normalement. Les gens portaient les chapeaux comme qu'on peut voir ici, et sur les chapeaux, il y avait des insultes, et pas n'importe quelle insulte. Quand on va au Dick's Last Resort, faut pas s'attendre à être bien traité. On peut se faire insulter, on peut avoir des plats qui nous sont garochés sur la table, ainsi que même les fourchettes et les couteaux, et on peut se faire insulter à n'importe quel moment lorsqu'on est à la table. Comme vous pouvez voir ici, on a le bartender qui fait des conneries et qui rit de tout le monde en frottant sa bédaine sur leur visage. Nous, je me rappelle, il y avait, c'est anglais ce que je vais dire, mais il y avait quelqu'un, je pense que c'était Danny, qui disait I like to blow bubbles. Et sur un autre chapeau de notre équipe, il était marqué Hello, my name is Bubble. Sauf vous comprendrez que la joke était plutôt sexuelle. Et c'était une belle expérience. Je veux dire, c'est pas la nourriture la plus extraordinaire qu'il y avait, mais juste l'expérience en tant que telle. J'ai vu des waitresses danser sur les tables. J'ai vu des gens se faire insulter. J'ai vu quelqu'un se faire traîner dans sa chaise jusqu'à l'autre bout de la salle à manger. Si jamais vous allez à Indianapolis ou à un endroit où il y a un Dick Last Resort, allez tenter l'expérience. Allez-y pas pour la bouffe, c'est pas extraordinaire, mais allez-y pour l'expérience et je vous dis, vous allez adorer ça. Et c'est terminé. Pour rajouter. Ugly, finalement. Ouais, c'est ça. Pour rajouter, Martin, juste à côté de nous, quand on y avait été, il y avait une table d'environ une dizaine de filles d'environ 16 ans. Et le serveur ou la serveuse, je me rappelle plus, avait mis sur sa tête le chapeau et c'était écrit dessus Too Young for Dicks. Fait que je trouvais ça un peu comme wow. Mais Alain, on parle de carrière, on parle d'anecdote. Quelle anecdote nourrissante pourriez-vous nous raconter, en fait? Eh ben, on va rester dans le domaine de l'anecdote sexuelle. Et j'en ai une que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'étais invité à un festival, on descendait d'avion et il y avait parmi les passagers, il y avait Ingrid Pitt, que je ne vous présente pas, vous connaissez. Mm-hmm. C'était l'une des vedettes de la Hammer et de la jolie dame. Magnifique. Donc, on prenait l'avion, elle et moi, et j'entends des confrères journalistes parler de ses seins, critiquer ses seins, disant que ses seins, elle avait une poitrine magnifique, que ses seins étaient au silicone. Et ça m'a vraiment, ça m'a peiné pour elle. J'ai trouvé que c'était des mufles et des goujats. Qu'est-ce que j'ai fait? En temps normal, je me serais contenté de la regarder des yeux, Ingrid. Mais là, non. Je suis allé vers elle et je lui ai offert mes services par pure galanterie. Et je lui ai dit, voilà, je peux être votre guide ici, vous aider, etc.
je le fais de manière désintéressée et aussi par rapport à ces journalistes qui se moquaient d'elle de manière honteuse. Et cette rencontre s'est très bien passée au point qu'on a eu une liaison, elle et moi. Oh, wow! Tu as eu une liaison avec Ingrid. En fait, Oui. c'est pour ça que tu as créé l'écran fantastique, hein, dis-le. Pour ce Mais genre de rencontre. On parle à une légende, nous aussi. Wow. Là. C'est Alain qui est une légende. Non, mais bravo. Non, Bravo, ouais, ça bravo. non, mais c'est quelque chose. Je parlais de Midi Minuit fantastique. Moi, j'ai pas créé l'écran pour sortir avec Ingrid Pitt. Non. Michel Gand, le co-rédacteur en chef de Midi Minuit fantastique, lui, voulait sortir avec Barbara Steele. Et c'est pour ça qu'il a créé, premièrement, Midi Minuit fantastique. Et deuxièmement, il est sorti effectivement avec Barbara Steele. Il a réussi. Tu vois, Steve, nous, on doit inventer un magazine d'horreur pour que je puisse coucher avec Christy Swanson. Ah, ça, c'est ton rêve. C'est vrai, Martin, Christy Swanson, ça remonte à loin. Ouais, ben Martin, dire ça à ta femme. Ah, non. Mais en tant que journaliste, il y a de très belles rencontres avec de très belles femmes, de très belles actrices magnifiques. C'est un des plaisirs de ce métier. Ah, Par non, c'est exemple, vrai. je me demandais à l'époque pourquoi tout le monde parlait de Sigourney Weaver, que je trouvais pas mal sans plus, jusqu'au jour où je l'ai rencontrée et j'ai trouvé absolument magnifique. Magnifique, Ah, oui. intelligente et Et elle parle sympathique. français aussi. Je sais pas, on a parlé anglais. OK, parce qu'elle a tourné avec un Québécois, Philippe Falardeau, récemment. Et puis, je l'ai vu en entrevue. Elle parle bien français. Peut-être qu'elle a appris depuis. J'avais essayé de l'avoir en entrevue pendant son tournage montréalais. Ça n'a pas fonctionné. Mais une grande actrice. Je suis un très grand fan d'Alien, de la saga Alien. Vous, Alain, vous parliez de Godzilla. Si je vous posais la question dans les derniers 6 mois, quels sont les films que vous avez regardés, que vous avez vraiment aimés, ça serait lesquels? Le dernier que j'ai vraiment aimé, c'est Black Widow. Je l'ai vu il y a quelques jours. Et moi, j'adore les blockbusters, j'adore les super-héros, j'adore les films Marvel et tout. Ils sont pas tous terribles, mais la plupart sont très bons quand même. Et là, Black Widow, j'ai vraiment adoré. Écoutez, Alain, merci vraiment beaucoup d'avoir pris du temps pour parler avec nous. C'est déjà fini. Ben oui, c'est déjà fini malheureusement. On essaie de se limiter à 1 heure en ondes. Mais si vous avez un autre petit 10 minutes, là, on pourrait parler hors d'onde après. Donc, ben, je vous remercie beaucoup. Je veux remercier aussi les films fanatiques, horreurs fanatiques, les bières philosophales qui nous nourrissent à toutes les semaines. Encore, nous sommes sur Patreon. Allez nous trouver sur YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Google, Spotify, un peu partout. Et en fait, je laisse le mot de la fin, comme à l'habitude, à Elsa Blar qui va tenter de nous faire rire avec une de ses superbes blagues. Puis, juste une petite chose avant qu'Enzo Blanc nous fasse sa blague, il ne faut pas oublier Christophe. de lire l'écran fantastique. Tout le Ben monde. oui. Là. Bien sûr. Parce qu'il est disponible au Québec pour ceux. Non, mais Zomblar, pour ceux qui se posent la question, l'écran fantastique est disponible au Québec. C'est difficile maintenant parce que la chaîne de magasins Multimag, il y en a plus beaucoup qui existent, mais avant, dans tous les Multimag, il y avait l'écran fantastique. C'est là que je l'achetais. Et si On vous peut en trouvez un trouver ailleurs. Multimag, oui. Oui, il y a plein de petites librairies où on peut le trouver. Donc, c'est quand même, oui, c'est peut-être difficile selon les régions où on est des villes, mais on peut quand même le trouver. Et puis, il faut le trouver parce que c'est franchement top. Et je remercie encore une fois Alain, Monsieur Schlokov, d'être venu nous faire l'honneur de sa visite. C'était vraiment très bien. On aurait passé des heures avec toi, Alain. Tellement, je suis sûr que tu en as à raconter, mais on en profitera quand tu auras ton livre. Ça va être magnifique. Avec plaisir. Merci. Mais je t'en prie. Mais je vais en sortir une bonne petite dernière pour la route. Enfin, bonne, comme d'habitude, hein, c'est pareil. Est-ce que vous connaissez la différence entre un robot
et du ketchup. Hein? Oui? Non? Oui? Non? Ben, tous les deux, ils sont aux tomates.